Ils m'ont dit qu'ils prouveraient que j'avais commis ce meurtre, qu'ils étaient déterminés, qu'ils savaient que je l'avais fait et qu'ils prouveraient que je l'avais fait. Je sais que je ne l'ai pas fait et c'est ce qui me fait croire que je suis peut-être en train de me faire piéger. Bonsoir, il s'appelle Ian Bailey et il est l'homme que la justice française réclame depuis plus de 20 ans. À ce jour, l'unique suspect du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, épouse alors du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier, sauvagement assassiné au point que sa propre mère ne reconnaîtra pas son corps dans la nuit du 23 décembre 1996 à Tormore, un hameau battu par les vents tout au bout de l'Irlande. La haute cour de Dublin a refusé pour la 3e fois d'extrader Ian Bailey vers la France, qui souhaitait le rejuger. En mai 2019, ce Britannique avait été condamné en son absence par la cour d'assises de Paris à 25 ans de prison pour ce crime qualifié par les juges d'atroce et barbare. Malgré les indices, les témoignages, Bailey n'a jamais été mis en examen en Irlande, a usé de toutes les ficelles juridiques possibles pour échapper à son extradition. Ian Bailey, coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier selon la justice française, pourra-t-il être un jour rattrapé ? Existe-t-il encore une possibilité, même infime, pour que ce Britannique réponde d'un crime qu'il nie farouchement devant des juges ? Autant de questions posées ce soir dans l'heure du crime et que se pose depuis toutes ces années la famille de la victime, en premier lieu le fils de Sophie Toscan du Plantier, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, qui sera dans un instant l'un de nos invités dans l'heure du crime. Il avait 15 ans quand sa mère a été tuée. Il nous dira pourquoi cette enquête a été ratée, pourquoi aussi, malgré le temps qui s'écoule, il ne se décourage pas et n'a jamais cessé de se battre pour que justice soit faite. L'affaire Sophie Toscan du Plantier, un suspect hors de portée, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Sophie Toscan du Plantier, ou plutôt l'affaire Ian Bailey, du nom du seul suspect de ce meurtre que l'Irlande a une 3e fois refusé d'extrader. Son ombre va vite apparaître dans ce dossier qui s'ouvre 2 jours avant la Noël 1996. Ce 23 décembre 1996, à 9h20 du matin, Shirley Foster, qui habite la maison la plus proche de celle de Sophie Toscan du Plantier, posée dans la lande irlandaise face à la baie sauvage de Mizen, Shirley Foster est étonnée de trouver ouverte la barrière qui interdit normalement le passage des animaux errants. Elle s'approche et tombe alors sur une forme humaine, un corps qui paraît recroquevillé et qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Elle remonte donc le petit chemin en courant pour aller frapper à la porte de sa voisine française. Mais Sophie ne répond pas. Shirley revient alors chez elle pour alerter son compagnon, Alfie Lyons. 2 policiers du village de School arrivent sur les lieux, rejoints ensuite par le superintendant, le commissaire Tourmé, du commissariat de Bantry et un prêtre, comme le veut la coutume irlandaise, le père Cashman. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. Le corps est celui d'une femme de 1m65, les cheveux blonds vénitiens vêtus d'une espèce de pyjama. Impossible à identifier tant le visage est tuméfié, abîmé. C'est le mari de la femme de ménage de la maison qui reconnaît Sophie Toscan du Plantier, 39 ans. Pas un accident, mais un meurtre. Le premier depuis un siècle dans cette région paisible à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Il va falloir attendre un médecin légiste et des spécialistes de la police scientifique de Dublin pour procéder aux constatations. Un précieux temps perdu. Le corps de Sophie Toscan du Plantier va rester ainsi pendant 30 heures, sous une bâche, sous la pluie. Le scénario du meurtre qui va se dessiner au fil des investigations est le suivant. Sophie Toscan du Plantier est seule dans sa maison. Cette nuit-là, la productrice travaille jusqu'à 1h tardive sur un projet de téléfilm. Elle doit repartir en France pour les fêtes de Noël. Vers 2h30, quelqu'un frappe à la porte à l'arrière de la demeure. Elle va ouvrir, apparemment sans crainte, aussitôt frappée au visage. Elle tente de fuir, mais un talus haut de 2 mètres lui interdit d'aller se réfugier chez sa voisine, Shirley. Elle dévale
dévale un pré en pente, traverse des ronces et des arbustes. L'homme la poursuit et la frappe. 12 coups de bâton. Elle finit par trébucher, tombe près de la petite barrière. Son meurtrier va alors férocement la tuer à coups de parpaing. Les enquêteurs évoqueront une rage meurtrière, une volonté de tuer. 3 semaines après le crime, le 11 janvier, une certaine Fiona appelle depuis une cabine publique le poste de police de Bandon pour signaler qu'elle a vu un homme non loin de la maison de la Française la nuit du meurtre, vers 3 heures du matin. Cette femme ne veut pas donner son vrai nom pour ne pas s'attirer d'ennui, mais les enquêteurs finissent par l'identifier. C'est une commerçante de School, Marie Farrell. Elle décrit un homme vêtu d'un long manteau noir qui titubait en se tenant le visage. Marie Farrell accepte de témoigner sous serment. Cet homme est un certain Ian Bailey. La commerçante racontera par la suite avoir subi des pressions de la part de Bailey pour se rétracter. Il lui aurait fait devant elle un geste selon lequel il pourrait lui trancher la gorge. Après le premier témoignage capital de Marie Farrell, suivent celui de Malachi Reed, un collégien de 14 ans. Ian Bailey, dont il est voisin, lui aurait dit qu'il a tué Sophie Toscan du Plantier. Il était en état d'ivresse et aurait prononcé ces mots « Tout allait bien jusqu'à ce que je monte là-haut et que je réduise sa cervelle en bouillie ». Pour sa part, Bill Fuller, un jardinier, raconte que Bailey est habitué à parler de lui à la 3e personne. Après le drame, il l'aurait entendu dire, parlant donc de lui-même, « Tu l'as fait, tu as tué Sophie, elle a fui en hurlant, tu l'as poursuivie, tu es allé trop loin. Il a fallu en finir avec elle. » Les sœurs Shelley raconteront avoir rencontré un Ian Bailey en pleurs, répétant « je l'ai fait » comme s'il s'agissait d'une confession. Ian Bailey devient donc naturellement à cette époque le suspect numéro 1. Difficile de savoir pourquoi il s'en serait pris à Sophie Toscan du Plantier, une femme qui apparemment il ne connaissait pas. Apparemment parce que Alfie Lyons, le voisin de Sophie, est persuadé d'avoir présenté Ian Bailey à la victime. Bailey proposait alors ses services pour de petits travaux de bricolage et de jardinage. Sophie Toscan du Plantier aurait également dit à une cousine avoir reçu un coup de fil d'un journaliste local qui souhaitait avoir un rendez-vous avec elle pour des raisons culturelles. Le 10 février 1997, 4 semaines après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Ian Bailey est arrêté chez la femme avec laquelle il vit, Jules Thomas, une artiste peintre galloise. Le colosse brun aux cheveux longs, 1m95, est photographié par un journaliste local alors qu'il entre dans le poste de police de Bandon. Jules Thomas, sa compagne, est également interpellée dans le cadre de l'enquête du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Après quelques heures d'audition, Bailey sort libre du commissariat, aucune charge retenue contre lui. Jules Thomas est également relâché, pas de poursuite. Un responsable policier lui aurait alors fait cette énigmatique confidence: la police scientifique va régler le problème. Ian Bailey n'est pas inquiété en dépit des témoignages et d'étonnantes coïncidences. Le matin de la découverte du corps, alors que personne n'est alors informé du crime et que les constatations ont à peine commencé, Ian Bailey aurait été aperçu sur place dans une voiture conduite par sa compagne Jules Thomas. Ian Bailey aurait également écrit des articles très bien, trop bien informés sur le meurtre pour le journal Irish Examiner. Il est ainsi le premier à donner des détails que seuls les enquêteurs et le légiste connaissent. Bailey, enfin, porte une balafre au visage et des traces de griffures aux avant-bras et aux mains. Il donnera 2 versions pour expliquer ses estafilades. Un sapin qu'il aurait tronçonné et élagué pour Noël, puis 3 dindes qu'il aurait attrapées, saignées et plumées pour la même occasion. Le meilleur alibi de Ian Bailey est alors sa compagne, Jules. Dans un premier temps, elle déclare que Bailey lui a dit, avant le crime, avoir un mauvais pressentiment, que quelque chose de terrible allait arriver. Cette nuit-là, il se serait levé à 2h du matin pour aller faire un tour. Au matin, vers 9h30, elle l'aurait trouvé avec cette blessure au front. Jules Thomas se rétractera et dira que cette nuit-là, Ian Bailey n'a pas quitté son lit. Les années passent et l'enquête irlandaise sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier paraît totalement enlisée.
4 ans après le crime, son époux, le producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier, s'est rendu sur place pour visiter le lieu où sa femme a été tuée et également rencontrer les enquêteurs. Le dossier fait alors 5 volumes. 1000 personnes ont été entendues. Un seul suspect, dont les policiers n'ont même pas le droit de prononcer le nom, comme le veut la loi irlandaise. Un seul suspect, Ian Bailey, bien sûr. J'ai compris qu'ils étaient freinés par leur procédure, dira Daniel Toscan du Plantier. En France, leur suspect serait déjà écroué et condamné. La France décide alors d'ouvrir sa propre enquête, faute de ne pouvoir entendre les témoins et le suspect Ian Bailey. Les autorités doivent s'appuyer sur les investigations irlandaises qui n'incriminent pas Ian Bailey. C'est même le contraire, il est considéré comme injustement soupçonné. Un juge d'instruction parisien est désigné, Patrick Gachon. L'une de ses premières mesures est de faire exhumer le corps de Sophie Toscan du Plantier qui repose dans un cimetière d'un village de Lozère. L'examen ne révèle pas de nouvelles traces ADN. Dans les mois qui suivent, le juge Gachon et sa collègue Nathalie Dutartre se déplacent en Irlande le 19 février 2010. Les juges décernent un mandat d'arrêt contre Ian Bailey. Les enquêteurs français vont continuer ainsi leur traque aux informations, aux témoignages. Au mois d'octobre 2011, 2 biologistes du laboratoire central de la police technique et scientifique de Paris et 3 officiers de la PJ sont en Irlande. Ils rencontrent leurs homologues locaux, examinent les scellés et réinterrogent une centaine de témoins. Marie Farrell, la témoin principale, est auditionnée, mais elle maintient sa rétractation sans fermer totalement la porte à un futur témoignage. Quant à Bailey, il continue d'échapper aux enquêteurs, même si son avocat historique, Frank Buttimer, affirme que Bailey n'a jamais été contacté par les enquêteurs français. La police française n'a jamais demandé à parler à Ian Bailey. Pas une seule fois en 24 ans, ils n'ont décroché leur téléphone pour me contacter afin d'avoir l'autorisation de lui parler, ou ne sont allés lui parler directement. Donc l'idée que Ian Bailey ne souhaite pas parler à la police me semble complètement extravagante. La police française et même l'État français n'ont jamais eu la courtoisie de demander à Ian Bailey s'il souhaitait leur parler. Le 6 juillet 2016, la juge Nathalie Turquet rend une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises pour Ian Bailey. La magistrate estime les charges pour meurtre suffisantes pour que le Britannique comparaisse devant un tribunal français. On espère alors un procès en bonne et due forme pour le suspect numéro 1, mais sans grande surprise. Ian Bailey ne répond pas à l'injonction de la justice française et les autorités irlandaises n'ordonnent pas son extradition. Le 27 mai 2019, le procès de Ian Bailey s'ouvre tout de même en l'absence de l'accusé, comme la procédure française, autrefois baptisée contumace, le permet. 4 jours plus tard, les 3 juges de la cour d'assises déclarent Ian Bailey coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Il est condamné à 25 ans de prison. Après cette condamnation, la voie est libre pour une 3e demande d'extradition. Un nouveau mandat d'arrêt européen est émis. Quelques mois plus tard, Ian Bailey est une nouvelle fois arrêté et relâché dans l'attente que les autorités judiciaires irlandaises se prononcent sur son cas. Le lundi 12 octobre 2020, la Cour de justice de Dublin ruine une nouvelle fois les espérances des magistrats français et surtout des proches de la victime. Dans leur décision, un document de 50 pages, les juges irlandais reprennent presque mot pour mot les précédentes démonstrations. Rien ne change pour Ian Bailey, il reste libre et fait ce soir passer le message suivant par la voix de son avocat, Frank Buttimer. Il dit qu'il aimerait que justice soit faite pour la famille, mais qu'il cherche au mauvais endroit s'il pense obtenir grâce à lui. Il n'a pas commis ce crime et il aimerait pouvoir vivre sa vie paisiblement. Mais il ne peut pas avoir de paix parce qu'on l'associe constamment à ce crime. Sa vie a été profondément affectée par cette accusation injustifiée. Et il aimerait que la famille comprenne cela. Donc d'un côté, comme tout être humain, il compatit avec la famille de la défunte Sophie Toscan du Plantier, qui vit une tragédie. Mais de l'autre côté, c'est extrêmement injuste pour la famille et pour les autorités françaises de continuer à le poursuivre alors qu'il est innocent.